Assalamu alaikum. Alors, nous poursuivons les applications liées aux échangeurs. Pour l'application numéro 10, pour refroidir un débit de 10,4 kg par heure d'air de 600 degrés Celsius à 175 degrés Celsius, on le fait passer dans le tube central d'un échangeur bitube à contre-courant de longueur 1,75 m, de diamètre 20 mm et d'épaisseur 1 mm. Le fluide de refroidissement est l'eau qui pénètre dans la section annulaire à la température de 18 degrés Celsius avec un débit de 0,85 litres par minute. Alors ici, nous avons un échangeur à contre-courant dont le fluide chaud qui est l'air et le fluide froid est l'eau. D'accord? La température d'entrée du fluide chaud est de 600 degrés Celsius. La température de sortie est de 175 degrés Celsius. Pour le fluide froid, nous avons la température d'entrée qui est de 18 degrés Celsius. Alors, le fluide froid circule dans l'espace annulaire. Par contre, le fluide chaud circule dans le tube principal. D'accord? Alors, on nous donne la conductivité thermique du tube. Nous avons ici lambda est égal à 46 watts par mètre Kelvin. Question demandée, calculer la puissance calorifique et la température de l'eau à la sortie de l'échangeur. La question numéro 2, calculer le coefficient d'échange HC côté fluide chaud. La question numéro 3, déterminer le coefficient d'échange global K. Et enfin, la question numéro 4, nous demande d'en déduire le coefficient d'échange HF au côté froid. Alors, vous avez les caractéristiques thermophysiques du fluide chaud ainsi que la corrélation à utiliser pour la détermination des HC. Alors, passons à la résolution. Alors, la première question nous demande de calculer la puissance calorifique à évacuer ainsi que la température de l'eau à la sortie de l'échangeur. Alors, pour le fluide chaud, on a le débit massique. Pour le fluide froid, nous avons le débit volumique. Alors, on commence tout d'abord par la détermination des débits thermiques unitaires. Alors, pour le fluide chaud, nous avons QTC est égal au débit massique du fluide multiplié par la capacité thermique massique à pression constante. Alors, débit massique du fluide chaud, nous avons 10,4 kg par heure. Il faut diviser par 3600 pour l'avoir en kg par seconde. Et après calcul fait, on trouve une valeur de 3,08 watts par Kelvin. Alors, pour le fluide froid, nous avons QTF est égal au débit volumique du fluide froid multiplié par la masse volumique du fluide froid multiplié par la capacité thermique massique à pression constante. Alors, CP du fluide froid n'a pas été donné, mais comme il s'agit de l'eau, on peut prendre CPF est égal à 4180 joules par kilogramme Kelvin. D'accord. Alors, ici, le débit volumique de l'eau est de 0,85 litres par minute. Alors, on doit convertir ce débit-là en litres par seconde et de là, on doit diviser par 60. Alors, on sait que la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre. Et de là, en faisant les calculs, on trouve une valeur de 59,22 watts par Kelvin. Alors, connaissant le débit thermique unitaire de fluide chaud, on peut maintenant calculer la puissance calorifique à évacuer. Donc, le flux est égal au débit thermique unitaire côté chaud, facteur de la température d'entrée du fluide chaud moins la température de sortie du fluide chaud. D'accord? Parce qu'on a la température d'entrée, on a aussi la température de sortie. Alors, à partir de là, en faisant les calculs, on trouve une valeur de 1309 watts. Alors, en faisant un bilan thermique, on sait que la puissance perdue par le fluide chaud est égale à la puissance récupérée par le fluide froid. Et de là, on peut tirer la température de sortie du fluide froid. D'accord? TFS est égal à la température d'entrée plus le flux échangé divisé par le débit thermique unitaire du fluide froid. Et de là, en faisant les calculs, on trouve une valeur de 40,10 degrés Celsius. Alors, la question numéro 2 nous demande de calculer le coefficient d'échange HC côté fluide chaud. Nous avons le débit massique du fluide chaud. Alors, on commence tout d'abord par la détermination de la vitesse débutante côté chaud. Alors, on sait que
le débit massique du fluide chaud est égal à la masse volumique du fluide chaud multiplié par la section des passages du fluide chaud multiplié par la vitesse débitante du fluide chaud. Or, on sait que la section des passages du fluide chaud est égale à pi sur 4 multiplié par le diamètre interne du tube au carré. Pourquoi? Parce que le fluide chaud, qui est l'air, circule à l'intérieur du tube principal. D'accord? À partir de là, on peut tirer la vitesse débitante du fluide chaud. Donc, V indice C est égal à 4 multiplié par le débit massique du fluide chaud, divisé par pi, multiplié par le diamètre interne au carré, multiplié par la masse volumique du fluide chaud. On connaît la masse volumique du fluide chaud, on est d'accord. Le débit massique du fluide chaud, nous avons sa valeur ici. Il suffit de diviser par 3600 pour que la valeur soit en kg par seconde. Et en faisant les calculs, on trouve une valeur de 17,22 mètres par seconde. Connaissant la vitesse débitante du fluide chaud, on peut maintenant évaluer le nombre de Reynolds. On sait que RE est égal à la masse volumique du fluide multiplié par la vitesse débitante multiplié par le diamètre interne du tube divisé par la viscosité dynamique. Alors, pourquoi le diamètre interne du tube? Tout simplement parce que le fluide chaud circule à l'intérieur du tube principal. Et de là, on peut faire les calculs. On trouve une valeur de 5711,5. Alors, on constate que le nombre de Reynolds calculé est compris entre 2200 et 10 puissance 4. Alors, le régime établi, c'est un régime de transition. Alors, pour un régime de transition, le nombre de statons sera déterminé par la corrélation des Hausen. D'accord? Alors, autre chose, on peut tout d'abord calculer le nombre de prendre. On sait que le nombre de prendre est égal à la viscosité dynamique du fluide multiplié par la capacité thermique massique à pression constante divisé par la conductivité thermique du fluide chaud. Alors, on a lambda, sa valeur est là, d'accord? Cp chaud, alors nous avons sa valeur. Et maintenant, la viscosité dynamique, nous avons sa valeur ici. Après calcul numérique, on trouve une valeur de 0,685. Alors, comme nous avons un régime de transition, on peut maintenant utiliser la corrélation donnée dans l'énoncé. D'accord? Donc, nous avons ici la corrélation nous permettant de calculer le nombre de statons. On connaît le nombre de Reynolds, on connaît aussi le nombre de prendre. On peut maintenant faire l'application numérique pour avoir le nombre de statons. Alors, connaissant le nombre de statons, on peut maintenant calculer le nombre de Nusself, sachant que le nombre de Nusself est égal à H, qui est le coefficient de convection, multiplié par le diamètre interne du tube, divisé par la conductivité thermique du fluide. Or, le nombre de Nusself est égal au nombre de statons, multiplié par le nombre de Reynolds, multiplié aussi par le nombre de prendre. On peut tirer le coefficient de convection. Et à partir de là, on peut faire l'application numérique et on trouve une valeur de 49,83 watts par mètre carré Kelvin. Alors, nous avons pu déterminer le coefficient de convection côté fluide chaud. Alors, la question numéro 3 nous demande de déterminer le coefficient d'échange global K. Alors, ici, comme la longueur de l'échangeur est connue, ainsi que le diamètre interne du tube et son épaisseur, alors, pour la détermination du coefficient global d'échange, on peut utiliser soit la méthode de delta TLM ou bien la méthode des Newt. On est d'accord? Alors, pour moi, je vais utiliser la méthode des Newt. Et pour la méthode des Newt, on sait que le nombre d'unités de transfert est égal au coefficient global d'échange multiplié par la surface totale d'échange divisé par le débit thermique minimal. D'accord? Alors, le débit thermique unitaire minimal pour nous est égal au débit thermique unitaire du fluide chaud. Parce que c'est le fluide chaud qui a le plus petit débit thermique unitaire, d'après la question numéro 1. Et de là, on peut tirer la relation nous permettant de calculer le coefficient global d'échange. Alors, les inconnus ici sont la surface totale d'échange ainsi que le nombre d'unités de transfert. D'accord? Alors, comme la question ici, on ne nous a pas demandé de calculer le coefficient global d'échange côté chaud ou côté froid, alors pour la détermination de la surface totale d'échange, on va calculer la surface totale d'échange moyenne du tube. On est d'accord? Alors, pour la surface totale d'échange moyenne, on a
S total est égal à pi, facteur diamètre extérieur du tube interne, plus le diamètre interne divisé par 2 multiplié par la longueur du tube. On est d'accord? Le diamètre externe du tube, on doit prendre le diamètre interne du tube plus 2 fois son épaisseur. On y est. Alors, vous avez DI est égal à 20 mm. L'épaisseur du tube est de 1 mm. Alors, pour avoir le diamètre externe du tube interne, on prend le diamètre interne plus 2 fois son épaisseur. D'accord? Donc, on aura 2 fois 1, ça nous donne 2. Plus 20, ça nous donne 22. Donc, le diamètre externe du tube interne est 22 mm. Alors, on calcule la surface totale moyenne. Pourquoi? Parce que la question ici est de calculer le coefficient d'échange global K. On ne nous a pas demandé de calculer côté chaud ou côté froid. Donc, pour nous, on doit évaluer la surface totale moyenne du tube pour se rapprocher de la valeur réelle. Alors, après calcul, on trouve une valeur de 0,115 m². Alors, après avoir déterminé la surface totale d'échange moyenne, on doit maintenant passer à la détermination du nombre d'unités de transfert. Alors, on calcule tout d'abord l'efficacité de l'échangeur. Alors, comme c'est le fluide chaud qui commande le transfert, alors l'efficacité de l'échangeur est égale à l'efficacité côté chaud. Et l'efficacité côté chaud est égale à la température d'entrée du fluide chaud moins la température de sortie du fluide chaud divisé par la température d'entrée du fluide chaud moins la température d'entrée du fluide froid. Et en faisant les calculs, on trouve une valeur de 0,73 qui est l'efficacité de notre échangeur. Alors, nous avons un échangeur à contre-courant, on est d'accord? Et pour un échangeur à contre-courant, le nombre d'unités de transfert est donné par cette relation. On sait que le nombre d'unités de transfert NUT est égal à 1 divisé par 1 moins le facteur de déséquilibre multiplié par ln de 1 moins l'efficacité fois le facteur de déséquilibre divisé par 1 moins l'efficacité. Or, le facteur de déséquilibre est égal au débit thermique unitaire minimal sur le débit thermique unitaire maximal. Or, le débit thermique minimal est égal à QTC, d'accord, d'après la question numéro 1, et le débit thermique unitaire maximal est égal à QTF, parce que c'est le fluide chaud qui a le plus petit débit thermique unitaire, d'accord. Et dès là, en faisant les calculs, on trouve que le facteur de déséquilibre est égal à 0,052. Alors, on connaît E, on connaît R, on peut calculer numériquement NUT. On trouve une valeur de 1,34. Connaissant le nombre d'unités de transfert, connaissant la surface totale moyenne du tube, qui est la surface totale d'échange, on peut maintenant calculer numériquement le coefficient global d'échange. Et après calcul, on trouve une valeur de 35,89 watts par mètre carré Kelvin. Alors, la question numéro 3, on nous demande d'en déduire le coefficient d'échange HF côté fluide froid. Alors, d'après la question numéro 2, on nous a demandé de calculer le coefficient global d'échange sans nous préciser de le calculer côté chaud ou côté froid. Alors, si on ne nous précise pas de calculer le coefficient global d'échange côté chaud ou côté froid, alors cela signifie que la paroi d'échange a été considérée comme étant une paroi plane. Et pour une paroi plane, le coefficient global d'échange est donné par cette relation. C'est-à-dire que K est égal à 1 sur HC plus E qui est l'épaisseur de la paroi sur la conductivité thermique de la paroi plus 1 sur HF. Et de là, on peut tirer le coefficient d'échange HF. Et en faisant les calculs, on trouve une valeur de 128,65 watts par mètre carré Kelvin. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application.